Le Nouvel Esprit Public, Philippe Meyer, bonjour. Voici donc venu le moment du bada de l'émission qui suit celle enregistrée le 17 novembre. Enfin, celle-là est aussi enregistrée le 17 novembre. Nous avons donc, avec Nicolas Bavrez, avec Béatrice Gibelin, avec Lucille Schmitt et avec Lionel Zinsou, nous nous sommes donc penchés d'une part sur les réformes et d'autre part sur la situation de l'Alliance Atlantique. Et nous allons maintenant répondre aux interventions et questions de notre public. Il y a là un micro, c'est toi Charles qui s'en... Alors voilà l'athlète vigoureux qui va s'en occuper. J'ai cru comprendre qu'il y avait dans la salle quelqu'un qui avait eu des responsabilités en matière de santé. On ne voulait pas intervenir par hasard. Non, c'était... et quelqu'un là-haut... Bon, alors, commençons, galanterie oblige, par Roselyne Bachelot, Madame la Ministre, je vous prie. La réforme de l'hôpital est absolument cruciale et je rejoins ce que disait Lionel Zinsou sur le fait que la réforme est continue. Mais les principaux ennemis de la réforme de l'hôpital sont à l'intérieur de l'hôpital. Et c'est ça qui est extrêmement complexe quand on regarde ces manifestations. Ils sont à l'intérieur de l'hôpital, d'abord par les collectivités locales qui sont partie prenante de l'hôpital. Il faut rappeler que le conseil de surveillance est présidé pratiquement exclusivement par les maires, qui n'ont aucun intérêt à voir bouger l'hôpital, puisque l'hôpital fait partie, j'allais dire, de leur portefeuille d'influence, et qu'ils considèrent l'hôpital comme la variable d'ajustement de leur politique sociale. Lisez avec intérêt la façon dont FO a littéralement laminé l'hôpital. Je reviendrai au FO et la mairie de Marseille ont littéralement laminé les hôpitaux de Marseille pour se rendre compte où sont les influences néfastes à l'hôpital. J'ai noté évidemment les syndicats. Et là, sur l'hôpital de Marseille, c'est particulièrement évident. Les syndicats hospitaliers n'ont aucun intérêt à ce que l'hôpital bouge et à ce qu'il ait de la souplesse, parce que les forteresses syndicales, elles sont à l'intérieur de l'hôpital public. Troisième élément, les soignants ne veulent pas changer. Et en particulier, les professeurs de médecine ne veulent pas avoir les évolutions nécessaires. Je citais un exemple personnel inaugurant un Gamma Knife, qui est un appareil qui permet de faire des opérations du cerveau extrêmement pointues, extrêmement précises. On rentre à 10 heures dans l'hôpital, on en sort à 4 heures de l'après-midi, là où c'était des mois qu'il fallait pour être opéré d'opérations très complexes. Je félicite des soignants qui étaient là, en particulier des rééducateurs, et qui me font une gueule absolument épouvantable. Je leur dis, mais c'est extraordinaire ce qui est en train de se passer. Ils me disent, mais nous, on n'a plus de boulot dans ce service. Et je leur dis, mais enfin, vous vous rendez compte, les besoins qu'il y a en gériatrie? Mais nous ne voulons pas, nous sommes un service de pointe. Jamais nous ne serons dans un service de gériatrie. Et on se plaint du manque de lits d'aval et du fait que le vieillissement de la population entraîne des transformations, doit entraîner des transformations de l'hôpital public. Les grands ponts de l'hôpital, ils veulent rester dans leur fortin, dans leur forteresse. Ils ne veulent pas accepter les transformations de l'hôpital public. Ils ne veulent pas s'occuper des vieux. Ça ne les intéresse pas. C'est pas assez prestigieux. Alors, on a l'hôpital qui est miné par des forces de réaction qui sont absolument considérables. Alors évidemment, on tient un discours misérabiliste parce que ces transformations qui sont les transformations techniques, les transformations sociales, les transformations sociétales, le monde intérieur de l'hôpital ne veut pas les assumer, et que, comme le disait Emmanuel Macron, les costumes gris ne peuvent pas gagner contre les blouses blanches. On va encore mettre du fric dans l'hôpital qui sera inutile parce qu'on ne procédera pas aux réorganisations absolument indispensables. Oui,
Oui, par rapport à ce que vient de dire Roselyne Bachelot, je me rappelle qu'on a fait une émission très intéressante du Nouvel Esprit Public, une émission spéciale sur les questions de santé, qui à l'époque une émission très intéressante? On n'a fait que des émissions très Nous n'avons fait des émissions, mais il se trouve que celle-ci était particulièrement intéressante, cher Philippe. Enfin, en tout cas, ce qui était très intéressant dans cette émission, c'est que on avait regardé de manière générale l'organisation du système de santé, et notamment le lien entre l'hôpital et la médecine de ville, et la question du rôle que pourraient jouer, par exemple, les médecins généralistes pour décharger l'hôpital et notamment les services d'urgence. Puisqu'on sait bien que la crise des services d'urgence, elle est structurelle. Alors, il y a peut-être une réforme en continu, mais il y a une crise en continu des services d'urgence, et qui n'a jamais été résolue, même s'il y a une réforme structurelle. Après, par rapport à ce que vous disiez, Roselyne, il me semble que il y a peut-être du corporatisme à l'hôpital, mais il y a aussi des personnes qui ont un dévouement profond, et en tout cas par rapport à la question du... Oui, je sais bien. Et au fond, la difficulté, c'est qu'on ne peut pas généraliser, et que par ailleurs, l'attachement au système de santé, il existe en France, il existe aussi ailleurs. Je me rappelle que, par exemple, le Brexit a été en partie provoqué par un argument mensonger, comme quoi on allait pouvoir utiliser l'argent qu'on donnait à l'Union européenne pour reconstruire le National Health Service. C'est des trucs qui sont profonds. Et du coup, le fait qu'il y ait quand même toute cette communauté hospitalière qui se retrouve dans la rue, je pense qu'il y a quelque chose qui doit nous alerter sur, en tout cas, l'état de la société, des inégalités, et le fait que quand on ne sait plus se faire soigner, on va toujours à l'hôpital. Donc ça signale quelque chose sur la souffrance sociale. Et par ailleurs, la dissociation entre l'esprit d'entreprise et la question du soin est aussi quelque chose qu'il faut regarder. Comment est-ce qu'on organise à nouveau le lien entre le fait qu'effectivement l'hôpital ne peut pas se permettre d'être en déficit en permanence, mais que le soin, en termes de service public, doit assurer un niveau de qualité qui augmente ou qui est au moins maintenu. Monsieur tout en haut. Bonjour, merci. En ce moment même, 150 citoyens travaillent à la Convention pour le climat et l'environnement. Et donc je voulais savoir si la présence des bouteilles en plastique sur vos tables était une forme de provocation, ou est-ce que c'est simplement que vous considérez que l'environnement ne vous concerne pas? Eh bien, c'est forcément une forme de provocation, parce que on va quand même pas s'en priver. C'est aussi une façon de voir si on peut trouver dans le public quelqu'un pour poser la question que vous avez posée. Et une troisième élément de réponse, c'est que depuis peu de temps, l'école alsacienne a fait faire des gourdes qui sont distribués à tout le monde et bientôt aux invités qui viennent le dimanche pour éviter précisément la multiplication du plastique. N'exagérons rien. Y a-t-il une autre question? Il y a toujours beaucoup de gourdes. Alors... Ah, mais c'est un bada d'une tranquillité... alors, s'il y a une question, là, mais qu'on ne voit pas. Si, non Là, devant nous. Ah, pardon, vous êtes trop près, monsieur, pour que je vous voie. Bonjour. Par rapport au débat qu'il y a eu tout à l'heure entre monsieur Bavrez et monsieur le Premier ministre du Bénin, l'ex, je voudrais ajouter une chose par rapport à ce que vous avez dit. Je pense que dans les succès du gouvernement, il y a quelque chose à quoi je suis très sensible, parce que je m'en suis occupé il y a longtemps, c'est le décollage de l'apprentissage. Je veux dire que pendant 30 ans, on s'est préoccupé d'apprentissage sans trouver des solutions, et aujourd'hui, l'apprentissage a l'air de démarrer, et je trouve ça extrêmement intéressant. En ce qui concerne M. Bavrez, je crois qu'on a bien compris votre détestation d'Emmanuel Macron, mais j'aimerais comprendre où vont vos sympathies. Alors, ce que je pense à titre personnel n'a pas vraiment d'intérêt, mais j'ai appelé à voter pour Emmanuel Macron au deuxième tour de l'élection présidentielle, dans les journaux qui ont la gentillesse de m'accueillir. Donc, je n'ai absolument aucune détestation personnelle pour Emmanuel Macron. J'essaye simplement de comprendre de manière, si possible, objective, ce qui est en train de se passer. Il a été élu. Et c'est vrai que c'est peut-être la dernière chance pour notre pays avant l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Il a été élu pour faire deux choses qui étaient
de redresser le pays et puis de refonder l'Union européenne. C'est vrai qu'il y a un espoir considérable qui est né autour de ça et dans notre pays et notamment auprès de nos partenaires européens. Il se trouve que cet espoir, il force est de reconnaître qu'aujourd'hui il est déçu. Dans notre pays, on a quand même une situation qui, et je persiste à penser que, y compris, même si on n'est pas les seuls, il suffit de regarder ce qui se passe à Hong Kong, au Liban ou ailleurs, mais il y a un degré de violence dans la société que je trouve extrêmement préoccupant. Et pour les partenaires européens, que ce soit pas seulement sur l'OTAN, mais les déclarations sur les 3%, ce qui a pu se passer avec le nouveau Parlement, tout ça montre que les choses sont aujourd'hui compliquées. Donc, il me semble que, vous savez, Démosthène disait « Il est dans mon citoyen de préférer les paroles qui sauvent aux paroles qui plaisent ». Je ne suis pas sûr de tenir des propos qui plaisent. J'essaye de tenir des propos qui peuvent contribuer à sauver un pays qui est quand même aujourd'hui dans une situation, me semble-t-il, qui est de retour dans un de ces moments de tournant de son histoire où les choses peuvent aussi très mal se passer. Lionel Zinsou. Oui, par ailleurs, je vous rejoins sur l'apprentissage. Pour être complet. Non, je crois que cette remarque sur l'apprentissage est très très importante. Il y a quand même beaucoup de signes que la situation en ce qui concerne le travail est en train de changer. On parlait du contenu en emploi de la croissance, c'est majeur. Vous parlez de l'apprentissage, c'est très très important pour l'efficacité, c'est très important aussi pour l'entrée des jeunes qui sont en effet précarisés, mais il faut d'une façon ou d'une autre qu'ils rentrent sur le marché du travail. C'est une façon efficace de rentrer sur le marché du travail. Il y a le redressement du nombre de CDI, des contrats à durée indéterminée, c'est-à-dire que enfin on arrive à commencer de limiter les embauches extrêmement précaires sous forme de CDD. Donc ce sont des signes assez profonds d'une amélioration. C'est pour ça que il ne faut pas se focaliser sur est-ce que c'est difficile de faire des réformes. Oui. Est-ce que la journée du 5 décembre va être désagréable? Évidemment, c'est que celle du 6 et du 7, enfin, encore une fois, jusqu'à la veille de Noël. Mais enfin, il faut regarder si ça sert à quelque chose. Et pour une fois, il y a des résultats. On occulte ces résultats et pourtant il y a des signes tout à fait profonds et l'apprentissage, on n'y était pas arrivé depuis 20 ans. Sur la charge contre Emmanuel Macron, tout à l'heure ça avait très bien commencé dans le discours de Nicolas sur c'est raisonnable de rappeler que l'OTAN a un problème, puis ça avait terminé par il a tout fait mal et il a fait notamment l'unanimité contre lui. Mais faire l'unanimité contre soi n'est pas un signe qu'on est dans l'erreur. Le général de Gaulle, dont Nicolas a rappelé un certain nombre de hauts faits de réforme, a fait l'unanimité contre lui. Jacques Chirac a fait l'unanimité, sauf Gerhard Schröder, mais l'unanimité contre lui. Ensuite, Lucile s'interrogeait sur, décidément, est-ce qu'il est capable de faire du collectif ? Oui, l'important, ça, c'est le collectif à titre rétroactif. Il est clair que sur la défense européenne, tout le monde finira par reconnaître qu'elle est nécessaire et qu'elle est possible. Le fait qu'il soit en rupture au moment où il l'exprime, la France a tout à fait le droit à sa différence et elle a tout à fait le droit, à ce moment-là, dans la rupture de la réflexion, à être seule contre tous. C'est pas du tout un signe de défaut ou de faiblesse. Je vous rappellerai qu'il y a une opération dont on ne parle jamais. Je sais pas pourquoi on ne parle jamais des succès. C'est quand même impressionnant. L'Union européenne, en matière de marine, a fait un effort collectif dans l'opération Atalante, qui consistait à éradiquer la piraterie à la Corne de l'Afrique. Aujourd'hui, le détroit stratégique de Bab el-Mandeb, qui permet de se faire sortir tous les produits par la mer Rouge et d'accéder de l'océan Indien vers la Méditerranée, qui est une des plus grandes voies maritimes du monde. Et tout ce qui était piraterie en face de la Somalie, tout ça est éradiqué par un effort, non pas de l'OTAN, mais des marines de l'Union européenne. L'opération Atalante est un des seuls succès, par opposition à l'Irak, à l'Afghanistan, à la Syrie, un des seuls succès récents d'une opération occidentale de pacification. On n'en parle jamais. L'opération Atalante est un bon modèle de ce que pourrait être une défense européenne plus structurée. C'est le fait que tout le monde ne soit pas d'accord avec le président Macron n'a aucune importance. Béatrice Gibelin. Je ne suis pas tout à fait sûre que ça n'ait aucune importance.
Voilà. Mais ce qui était important, c'est au fond, aujourd'hui, dans l'Union européenne, qui veut vraiment une défense européenne? On y viendra peut-être. Les circonstances géopolitiques feront qu'on sera peut-être amené à y venir. Mais pour le moment, les visions stratégiques, la France garde une vision, j'allais dire, mondiale. Elle a un rôle, elle se donne un rôle qui est un rôle mondial. Dans le cas de l'Allemagne, ça reste une vision régionale. Elle ne se voit pas avec cette même capacité à cause de son histoire. C'est comme ça. Il va falloir du temps avant que cette puissance économique s'accepte en tant que puissance militaire, ce qu'elle n'est pas. L'armée allemande aujourd'hui est dans un état de décrépitude plus qu'avancé. Il serait incapable de mobiliser le moindre bataillon s'il se passait quelque chose dans les États baltes. Seule l'armée française peut mobiliser 1000 hommes en une semaine pour intervenir au cas où ce serait nécessaire. Donc il ne faut pas non plus se raconter d'histoire, ça va prendre du temps et c'est extrêmement difficile. Lucille Schmitt. Oui, moi je passe de la géopolitique à la jeunesse, ce qui évidemment n'a rien à voir, mais en tout cas ce qui est essentiel dans ce que vous dites, c'est pourquoi est-ce que cette question de l'apprentissage nous semble si positive? Parce qu'il y a cette interrogation sur l'avenir de la jeunesse en France, sachant que nous sommes un pays où il y a plus de jeunes que dans beaucoup de pays de l'Union européenne et qu'on sait que c'est une richesse et qu'on était très fiers d'avoir, enfin pour certains, élu un président jeune. Et moi ce qui me frappe, c'est que ce président jeune n'est pas soutenu par la jeunesse. Et peut-être que des apprentis vont le soutenir, peut-être qu'ils vont se dire on doit quelque chose à Macron, mais dans ce cas-là, il faut qu'ils aient le sentiment qu'ils ne seront pas apprentis dans une forme de précarité. Et je crois que tout ce qui se passe autour des interrogations de la jeunesse, on verra ce qui se passe le 5 décembre, par exemple. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut se passer aussi par rapport à ça? On peut peut-être se féliciter qu'il n'y ait plus de grève dans le secteur privé. Ça, je ne sais pas si on peut s'en féliciter, d'ailleurs. Mais en tout cas, il faut regarder ce qui se passe du côté de la jeunesse, parce que c'est ça qui donnera aussi la boussole pour savoir si un deuxième mandat d'Emmanuel Macron apportera autre chose que de dire ce sont ceux qui sont déjà bien dans leur vie et qui sont bien dans leur niveau de revenu qui élisent Macron. Alors, là-haut, monsieur. Merci pour cet oxygène que vous nous apportez régulièrement, ça fait du bien. Je suis de ceux qui pensent que nous avons une chance assez extraordinaire d'avoir le président que nous avons, parce que quand je regarde les médias internationaux, au fond, ils sont tous laudateurs à l'égard de ce qui est en train de se passer en France. Et ma question, ça concerne la manière dont l'opinion se construit en France. Parce qu'il y a un décalage qui est, à mon avis, considérable. Je pense que d'un côté, on passe son temps à tomber à bras raccourcis sur ce qu'il ne fait pas, notre président, en oubliant ce qu'il fait de bien. Merci Lionel de nous rappeler quand même les aspects positifs de ce qu'il fait de bien, et certains d'entre vous aussi. Et de l'autre, on oublie quand même qu'il n'est là que depuis 2 ans et demi. Et qu'il a succédé à 25 ans d'impéritie politique, de non-action, de dégradation d'un pays dans une comparaison mondiale. Et donc, je comprends pas comment une opinion se construit dans notre pays aujourd'hui avec les scores que vous évoquez, entre autres, pourquoi les jeunes, pourquoi ceci, pourquoi cela. Est-ce que vous avez des réponses à cela ? Y a-t-il quelqu'un a-t-il une réponse à ça? Lucille. Moi, je sais pas si j'ai une réponse, mais je pense que moi, je suis tout à fait d'accord avec vous sur le fait que quand on se compare à Matteo Salvini, quand on se compare à la plupart quand on se compare à la Hongrie, à la Pologne, on voit bien qu'on est très content d'avoir Emmanuel Macron. Mais je pense que le malaise en tout cas, moi, je ressens, c'est le sentiment qu'il faut choisir son camp à 100%. C'est-à-dire que soit on est avec lui, soit on est contre lui. Et en fait, comme on est un pays démocratique, cette question de structuration du collectif dont je parlais tout à l'heure me semble essentielle. Je crois qu'il faudrait qu'on ait le sentiment que, par exemple, la majorité parlementaire repose sur des personnes qui soient, comment dirais-je, un peu plus structurées, qu'on n'ait pas le sentiment qu'il y a des couacs permanents, que au sein du gouvernement, les personnes qui expriment, qui je crois tiennent leur portefeuille avec compétence, prennent plus d'importance. Donc il y a un sujet de construction du collectif et de fonctionnement démocratique, mais évidemment, personne ici n'est en train de dire que Emmanuel Macron, si on le compare, n'est pas quelqu'un qu'on préfère avoir que Donald Trump, Matteo Salvini, Erdogan, etc. Monsieur, c'est vous. Nicolas voudrait ajouter un mot en défense d'Emmanuel Macron. Non, mais
Je rejoins tout à fait ce qui a été dit par Lucile. Le mot supplémentaire, c'était simplement pour insister sur la construction de l'opinion, sur le fait que aujourd'hui, la vie politique est complètement transformée par le rôle des réseaux sociaux et que ça joue pour Emmanuel Macron comme pour tous les autres, mais c'est une donnée qui est très importante et pour comprendre l'onde de choc populiste et pour comprendre aujourd'hui la manière dont on parlait du général de Gaulle. Le général de Gaulle pouvait pendant 3 semaines s'enfermer pour préparer une conférence de presse, apprendre par cœur son discours, ses questions. Et aujourd'hui, les responsables politiques sont tous sous la pression des réseaux sociaux et ça peut expliquer aussi à la fois la volatilité et la violence des mouvements de l'opinion. La dernière intervention, monsieur, ne nous demandez donc pas d'expliquer la condition humaine. Non, je voudrais solliciter Lionel Zinsou sur sa défense de la politique économique d'Emmanuel Macron. Quoi dire des critiques de Philippe Aghion et des autres qui ont participé à son programme et qui quand même trouvent toujours à redire sur le fait que, bon, il y a des bons côtés, mais il y a aussi des choses qui ne sont pas faites et qui pourraient être faites. Lionel Zinsou. Non, mais moi, je dis pas que tout est parfait. Donc, il y avait autour d'Emmanuel Macron toute une série d'économistes qui souhaitaient un choc d'offres, qui souhaitaient qu'il y ait une politique plus déterminée en matière d'offres. Et qui sont au fond aujourd'hui un peu déçus. Donc c'est possible. Aujourd'hui, notre propos, c'était de savoir s'il y avait des réformes, si elles allaient s'arrêter, si elles allaient être impopulaires. Moi, je voulais juste qu'on mette un tout petit peu l'accent, parce qu'on ne le fait jamais, sur le fait que, curieusement, il y a des réformes qui ont des résultats. Bon, c'est très important parce que les gens ont l'impression qu'il n'y a aucun résultat et donc il faut quand même donner quelques chiffres, quelques faits. Maintenant, vous avez une grande violence d'économistes de gauche qui, notamment autour de Piketty, insistent beaucoup sur le développement des inégalités. Alors, en ce qui concerne les inégalités, on est certainement un des pays les moins inégalitaires et un des rares qui, dans la crise, ont plutôt réduit les inégalités. Bon, c'est pas du tout la perception. Les 28 000 gilets jaunes ne vont pas être d'accord avec cela. Mais, comme ça a été un peu évoqué avec Lucile, curieusement, il y a un déplacement de la pauvreté et de la précarité. C'est-à-dire, si on a réduit les inégalités, c'est beaucoup parce que les inactifs, les personnes les plus âgées, notamment les retraités, ont eu une amélioration importante puisqu'ils ont aujourd'hui un niveau de revenus supérieur au revenu des actifs. Et on a déplacé vers les jeunes la précarité. Et donc le symbole de l'immolation est terrible. C'est parce que il met le doigt sur le fait que on a globalement une réduction des inégalités non perçues, mais en réalité, ce qui est beaucoup plus à vif, c'est l'inégalité qui touche désormais les jeunes. Donc il y a une critique de gauche sur vous ne faites pas assez en termes de politique de l'offre, vous ne prenez pas les mesures structurelles qui permettraient de débloquer plus de croissance. Il y a une autre critique de gauche qui est vous ne vous intéressez pas à l'accès des gens à leurs droits et vous n'arrivez pas à éradiquer la précarité. Et je suis bien d'accord sur le fait que nous ne sommes pas dans un monde parfait. Mais quand on a des réformes qui produisent des effets, je trouve qu'il vaut mieux s'intéresser un peu aux effets parce que dans la construction de l'opinion, aujourd'hui quand même, il y a une dilection formidable pour le pessimisme et pour la catastrophe. Et donc, le 5 décembre, ça va être quelque chose d'aussi horrible que le 53e acte des Gilets jaunes. Enfin, tout ça, franchement, c'est une théâtralisation anecdotique, alors que nous sommes dans une société qui avance, qui s'amende. C'est la seule chose que j'essayais de dire, même si tout ça n'est pas exempt de critiques. Merci. Il a été question de général de Gaulle à plusieurs reprises. J'avais recommandé vivement le livre de la biographie que Julian Jackson a publié aux éditions du Seuil. Je suis en mesure de vous dire aujourd'hui que, profitant d'un passage du professeur Jackson à Paris, nous avons enregistré avec lui une émission thématique sur le général de Gaulle et sur son propre livre, émission qui sera diffusée, la première de nos 3 thématiques d'hiver, le 22 décembre. Je ne dirais pas que je vous la recommande.
recommande, car comme Lucie le faisait remarquer tout à l'heure, toutes nos émissions sont éminemment recommandables. Mais dans les recommandables, celle-là me paraît recommandablissime. Merci à vous, merci à tous et à bientôt.